Ascolteremo il professore Lorman della Scuola Politecnica di Aix-la-Chapelle, che parlerà della ricezione di Lucrezio verso l'anno 800, Alcuino e Carlo Magno. En réalité, j'ai un peu triché. J'avais déjà monté un peu de temps. Eh bien, je pense que vous avez reçu l'affiche qui donne le plan de mon exposé. Je l'ai changé encore un tout petit peu, mais vous vous retrouverez. D'autre part, je demande pardon de faire précéder mon exposé d'une petite réflexion qui n'est pas proprement scientifique. À l'heure de la sortie toujours mal réglée de la Grande-Bretagne de la communauté européenne, il fait bon se rappeler l'âge d'or de l'Angleterre anglo-saxonne au 8e siècle et les bienfaits qu'elle a offerts à l'Europe continentale. Cette action bénéfique culmina avec l'œuvre missionnaire et culturelle d'un Willibrord, Winfrid Boniface et Alcuin. Maintenant l'introduction, le legs littéraire. D'Alcuin, maître et ami du roi des Francs, Charles, le futur Charlemagne, nous avons un legs littéraire énorme, réuni d'abord par l'abbé Frobenius Forster en 1777, réimprimé par l'abbé Migne dans les tomes 100 et 101 de sa patrologie, et puis repris d'une façon plus critique pour les poèmes et les lettres par Ernst Dümler en 2 volumes des Monumenta Germania Historica. Ceux-ci, je les désignerai rapidement par Carmina et Epistolae. Et au total, Dümler donne 124 poèmes ou Carmina et 306 épistolae ou lettres généralement assez longues où Alcuin aborde souvent un grand nombre de sujets différents dans la même lettre. Le problème de cette immense documentation, enrichie encore par nombre d'écrits d'autres auteurs, c'est que la très grande majorité de ces lettres ne remontent pas au-delà de l'an 790, voire même 793 ou 796. Alcuin, à ce moment-là, est déjà presque sexagénaire et pas loin du jour où, fin 796, il quittera la cour de Charlemagne pour prendre les fonctions d'abbé du grand monastère de Saint-Martin de Tours. Or, beaucoup de choses importantes se sont déjà passées et qui restent moins bien éclairées que les dernières années. Plus de 180 lettres sont écrites après 796. Elles témoignent d'une impressionnante activité du vieillard qui souffre de plus en plus de sa maladie contractée jadis à Rome, probablement la malaria, et qui lui est restée durant toute sa vie. Il l'appelle plaisamment comes Romanus. Néanmoins, il intervient avec la plus grande énergie dans les grandes disputes théologiques et politiques du temps et ne cessera pas non plus d'admonester ses propres élèves qu'il a laissés à Aix-la-Chapelle. C'est par eux qu'il reste informé et qu'il tente d'intervenir si ce n'est pas Charlemagne en personne auquel il s'adresse et qui lui répond. Les années 790, surtout après
1796 sont donc éclairés au grand jour par la masse des lettres conservées, alors que les décennies antérieures sont desservies d'autant moins. Or, malgré l'opacité qui règne sur la période antérieure, mon propos est cet après-midi d'aborder et de proposer des réponses à plusieurs questions restées en suspens, malgré tous les efforts de nombreux chercheurs, et même malgré la première biographie d'Alcuin, rédigée déjà vers 820, à l'abbaye de Ferrières, en France, par un moine qui tint ses informations de Sigulphe l'Ancien, un des disciples les plus fidèles d'Alcuin, qu'il a connu sans doute le mieux pendant ces dernières années. Alors, première partie, intitulée « Alcuin et Charles », jusqu'à la fameuse rencontre de Parme en mars 781. C'est cette rencontre qui marque, à ce qu'on dit, le début de l'étroite coopération entre les deux hommes. 781, ce serait un kairos, le début propre de la Renaissance carolingienne, le début qui précède de quelques années seulement l'Epistola de Litteris Colendis, rédigé par Alcuin, un grand programme de réforme de l'enseignement, et daté 784-85. Et en plus, l'Admonitio Generalis qui suit. Malheureusement, la date de mars 781 et même le lieu, Parme, sont contestés depuis 2004 dans l'ultime grand ouvrage de Donald Balfe, grand seigneur britannique des recherches concernant l'œuvre écrite d'Alcuin. Cette mise en doute a créé, surtout en Italie, de la confusion, me dit-on, parmi certains médiévistes italiens et surtout les parmésiens. Il convient donc de regarder d'où résulte le doute de Donald Balfe. Alors, nous savons, Alcuin est parti de York après le 12 novembre 780, date de l'enterrement de son vénéré maître, Elbert, qu'il retient vers la fin de son grand poème sur les évêques de York. Il est donc, à la mi-novembre, il est toujours à York. Et de la mi-novembre à la mi-mars de l'année suivante, il n'y a que 4 mois. Ce bref délai suffit-il pour un voyage aussi long et compliqué d'York à Rome et de Rome à Parme? Très improbable, dit Balfe, si l'on admet une traversée hivernale des Alpes et 2 traversées hivernales aussi de l'Apennin. Balfe propose donc de repousser la rencontre à l'année suivante ou même plus tard. Le laps de temps qui précède les grandes réformes lancées vers 784-405 se rétrécit encore. Il faudrait y faire rentrer en plus l'enseignement privé donné au roi et l'enseignement réformé au sein de l'école palatine, enfin un très très grand programme qui ne peut pas se faire, à mon avis, en 2 ou 3 années, surtout si on ne s'est pas connu avant. Alors essayons donc de sauver 781. Voilà pourquoi j'y retiens. La date de mars 781 repose sur 2 composantes. Un diplôme du roi daté du 15 mars à Parme et la notice du biographe d'Alcuin qui tenait d'excellentes informations, comme je l'ai dit, d'un des élèves d'Alcuin. Ce sont 2 témoignages qui s'appuient mutuellement. Il faut nécessairement les maintenir s'il n'y a pas des raisons
invoquées qui vraiment seraient contraignantes. Le deuxième point est plus difficile. Le biographe ajoute une note à sa mention de la rencontre de Parme. Il dit « Les deux hommes se connaissaient déjà. Ils s'étaient rencontrés déjà avant, ou s'étaient déjà connus, cognoverant. » C'est un témoignage à prendre au sérieux, et on se demande quand donc. Or, cette question est restée sans réponse convaincante. Les auteurs récents n'en parlent plus, et les auteurs plus anciens, Dummler en particulier, avaient proposé 767 ou même plus tôt. Alcuin donne pourtant 2 indices concernant son voyage commun à Rome avec son maître Elbert. Il dit que de retour de Rome, le retour de Rome s'est fait par les Regna Florida Francorum. Et d'autre part, des grands rois, Magni Reges, ont invité Elbert de rester sur le continent pour la mission. Elbert, déjà évêque élu à York, a dû refuser. Mais il charge son compagnon Alcuin de retarder sa rentrée et d'aller voir le nouveau roi Charles. Alors, je pense que tout le monde est conscient que les pluriels ont ici une importance particulière et que ce n'est plus le temps du roi Pipin III, mais que ce sont ses 2 fils qui ont commencé à régner. En termes clairs, nous ne sommes plus au temps de Pépin III, mort en septembre 68, mais au début du règne de ses fils, Charles et Carloman, couronnés le 12 octobre. Alcuin est d'abord resté un certain temps au monastère de Murbach, en Alsace, séjour qui lui a beaucoup plu. Ensuite, il est allé voir le roi Charles, qui a passé l'hiver à Aix-la-Chapelle, de Noël au 2 mars 769. Quant au lieu, nous ne disposons pas d'autres informations, c'est le seul lieu pour cet hiver, dans les annales et dans les registres de Mühlbacher. Le troisième point, cette première rencontre, maintenant datée, a-t-elle été brève ou longue? Je pense que pendant l'hiver, elle a plutôt duré autant que le roi Charles est resté à Aix-la-Chapelle et que la mer était encore agitée pendant l'hiver. Donc, je pense qu'Alcuin aura eu intérêt à rester avec le roi jusqu'au printemps, jusqu'au moment où la navigation régulière pouvait permettre de rentrer convenablement à York. Ces 2 mois, à quoi ont-ils servi? Donc, nous avons des dialogues entre le roi et Alcuin. Et je crois que ces dialogues mis à écrit plus tard, un peu plus tard, encore rédigés encore plus tard, mais la matière essentielle de ces dialogues devrait nous montrer de quoi les 2 hommes se sont entretenus. Nous sommes en présence d'un jeune roi de 22 ans et d'un savant anglo-saxon d'environ 35 ans. Je crois que le jeune roi aura bientôt compris qu'il était en face d'un savant dont il pouvait beaucoup apprendre. Les sujets abordés seraient donc ceux des dialogues conservés qu'Alcuin aura mis à l'écrit un peu plus tard, après son retour en Angleterre sans doute,
et rédigés encore au moment de leur publication vers la fin du siècle. Je n'entre pas dans les détails, il s'agit de la rhétorique judiciaire sur la base de Cicéron de Inventione, mis dans un contexte tout à fait médiéval. Ensuite, la dialectique, la grammaire, que Charles ne semble pas avoir apprécié trop, et enfin l'astronomie qui a fasciné le roi d'autant plus. Le quatrième point que j'aimerais un peu éclairer, que s'est-il passé entre 769 et 781 ? Il me semble que les deux hommes sont restés en contact épistolaire, mais que ces lettres, comme toutes les lettres de cette période-là, sont perdues. Il y a pourtant une trace importante, le célèbre Carmen numéro 4 d'Alcuin. Il ouvre une perspective. Alcuin de son île envoie un messager sur le continent. Je donne le contenu du Carmen 4. Ce messager abordera les Bouches du Rhin, il passera à Cologne, il verra les châteaux de la vallée du Rhin, il montera la Moselle, visitera Echternach, où il y a comme abbé un élève d'Alcuin, puis se rendra à la cour du roi Charles, où il saluera un grand nombre de personnages qu'Alcuin doit connaître déjà, puisqu'il donne les noms et même les fonctions. Et puis, il s'adressera au roi en présentant un cadeau et en demandant protection pour Alcuin contre les mauvaises langues de 4 possibles concurrents déjà présents à la cour. Le personnage qu'il aime le moins est Pierre le Pisan, le grammairien, qu'Alcuin a rencontré auparavant à Pavie. Le messager d'Alcuin demandera carrément le renvoi de Pierre le Pisan. Et cela ressemble à un préalable à l'acceptation d'Alcuin de venir lui-même se mettre au service du roi. Le poème est encore plus clair. Le messager saluera aussi le maître Pisan pour être poli, mais il se méfiera. L'homme, dit Alcuin, et il veut parler de Pierre de Pisan, l'homme est dangereux. Je ne sais pas pourquoi il y a cette hostilité manifeste entre Alcuin et Pierre le Pisan, mais ce n'est pas essentiel. Je passerai maintenant à la deuxième partie. Là aussi, il y aura quelques petits changements par rapport au texte distribué. Alors, j'interviens là, au bout de 15 ans, au moment du départ d'Alcuin de la cour d'Aix-la-Chapelle. Et le titre que vous lisez pourra peut-être vous étonner, parce que d'épicuréisme, il n'est guère question pendant tout le Moyen-Âge. Donc, je saute en effet la décennie 780, qui est bien connue par le lancement de ce qu'on est convenu d'appeler le début de la Renaissance carolingienne, pour aborder maintenant une période beaucoup plus difficile dans la relation entre les deux personnages. L'année 796 paraît encore bonne. Alcuin se trouve à l'apogée de sa renommée. On le réalise par un brillant tableau poétique d'une fête donnée à la cour, fait par Théodulphe d'Orléans au printemps de cette année-là. C'est son Carmen 25. Je cite « Autour de la table couverte de fleurs,
par les jeunes princesses, princes, les membres de la famille royale, les grands officiers, et parmi les palatins, Angilbert, Riculf et Ginard. Mais Alcuin se détache. Il est la gloire de nos poètes, capable de traduire beaucoup de choses en vers lyriques. Suit une deuxième série de vers dans le grand poème de Théodulphe, une deuxième série de vers consacrés aux maîtres anglo-saxons, venu avec deux de ses disciples, Frédégise et Osulf, le père Albin, c'est son surnom à la cour de Charlemagne, le père Albin, tout en dégustant les mets et en buvant de la bière, fait entendre de pieuses paroles et donne le ton aux discussions. Donc, aux discussions littéraires et théologiques. Il y a peut-être de l'ironie là-dedans, mais Arthur Klinklos, en citant ce passage, conclut en 796, Alcuin jouissait donc à la cour de Charlemagne d'un prestige exceptionnel que rien ne paraît avoir jamais terni. La réalité réfléchie par les lettres et poèmes d'Alcuin se présente plus nuancée. Sa correspondance avec Charles, avec les membres de la famille royale et les disciples qu'il tient au courant, donne une image beaucoup plus difficile. Ce qu'apprend Alcuin est loin de lui plaire. Alcuin reste certes pour Charles le maître respecté. Il triomphe dans les grandes luttes théologiques comme la question adoptionniste, certes. Mais quand il prend position sur des questions plutôt scientifiques, question du calendrier, début de l'année et d'autres points, la dénomination de certains dimanches du carême, il reçoit des réponses qui lui sont dures. Charles lui renvoie des remarques critiques venues de ses nouvelles conseillers. Et il n'a pas l'habitude de recevoir de telles réponses. Ce procédé ne plaît pas du tout. Il le trouve vexant. Il se sent comme un miles veteranus blessé, vulneratus, par les remarques d'autrui et abandonné par Charles lui-même. Il aurait préféré que le roi s'occupe personnellement de ses propositions. Il demande donc protection contre la méchanceté de ses nouveaux conseillers. Il les appelle puri Aegyptiaci et il se plaint de leur sévitia. À un moment donné, il se sent comme ayant reçu un grand coup de poing, comme jadis l'avait reçu le vieillard Entellus au 5e livre de l'Énéide. La citation est reprise dans son Carmen 42 qui est écrite dans les mêmes circonstances. Alors là, il demande talibus, ce sont les conseillers, talibus occuratua rex sapientia dives. Ta riche sagesse, roi, s'oppose donc à de tels personnages. Là, il y a une grande inimitié qui reste à expliquer. Il faut surtout résoudre enfin de la signification de cette dénomination puri Aegyptiaci. Alcuin ne comprend pas d'où sont venus ces puri, qui prétendent être plus savants et plus exacts dans leur savoir. Quand il a quitté la cour, dit-il en mars 98, il ignorait l'existence de cette Aegyptiaca scola in palatio. Et en partant, il y a laissé des latins, dit-il, abiens, latinos ibidimici, nestio quis zup introduxit Aegyptios. Se pose donc la question, qui étaient ces Égyptiens ? Entre parenthèses. L'adjectif Aegyptiacus, c'est le nom de l'Égypte, dans ce contexte, implique un très grave reproche.
un reproche qui ne saurait être pire, car l'Égypte dans la Bible, tout le monde le sait, comme chez les pères de l'Église, signifie carrément servitude, affliction du peuple de Dieu, ténèbres, tribulation. La Vita d'Alcuin ne le voit pas autrement. Moïse connaissait cette sapientia égyptienne, mais il lui avait coupé la chevelure et les ongles. Crines et ungulas. Troisième point, le traité de Frédégise. Depuis Mabillon, on a supposé bien des choses au sujet de ces pourris égyptiaci. Mais je voudrais proposer ici un aspect supplémentaire. En l'an 800, probablement à un moment où Charles était déjà parti pour son expédition romaine, qui devait le ramener empereur, le plus savant parmi les disciples d'Alcuin, Frédégise, publie un traité à l'intention des grands du palais. Son titre, Du néant et des ténèbres, de nihilo et tenebris. La question soulevée qui doit nous intéresser le plus est celle du néant. Existe-t-il ce néant ou n'existe-t-il pas, comme disent ceux qui répondent « videtur mihi nihil esse ». La question est ancienne. Elle a provoqué de grandes discussions parmi les pères de l'Église, mais aussi parmi les gens de la cour. C'est ce que nous dit Frédégise. Et pour Frédégise, elle a de l'importance s'il n'y a pas de néant. Dieu ne pourrait avoir créé le monde à partir du néant. Donc, ce traité de Frédégise s'oppose à une doctrine qui met en cause la création par Dieu du néant. En bon disciple d'Alcuin, Frédégise n'accepte évidemment pas cette vue. Il raisonne d'abord en philosophe. Le néant, nihil, est un mot. Le mot a une signification, donc il existe. L'auteur procède ensuite en théologien. Il indique la divina auctoritas qui dit que Dieu a créé du néant la terre, l'eau, l'air, le feu, de même que la lumière, les anges et l'âme humaine. Dieu a donc créé les éléments et la vie, c'est la seule autorité qui doit prévaloir. Il ajoute d'autres arguments au sujet des ténèbres, mentionnés également dans le premier chapitre de la Genèse. Sa réponse est encore plus affirmative là-dessus que dans la partie première. Les ténèbres ont de la substance, elles existent, elles sont même corporelles. Et aux émules qui tenteraient y contredire, il oppose une fin de non-recevoir nullus contradicendi occasio emulis relinquatur. Ce qu'on peut sortir de tout cela est bien qu'à la cour de Charlemagne, au moment où le roi devient empereur par la grâce du pape, il existe donc des esprits libertins qui contestent un élément central de la foi biblique, la création de la matière par la divinité. D'où pourrait venir une contestation aussi grave ? Je pense ici à un texte hautement problématique et à son manuscrit de luxe, écrit selon les paléographes Bernard Bischoff et David Gans au début du IXe siècle, d'après un modèle de la fin du 8e siècle venu de l'Italie. La copie de luxe, conservée aujourd'hui à Leyde, est très connue parmi les philologues. Elle proviendrait d'un scriptorium proche de la cour, écrite à la demande d'un membre de la cour, un membre que nous devons tenter d'identifier. D'abord, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du grand poème De Rerum Natura, œuvre en 1286 vers, écrite
par le poème romain Lucrèce, élève d'Épicure, et composé vers l'an 60 avant notre ère. Pour le monde chrétien, le contenu de cette œuvre, malgré la beauté de sa versification, était absolument inacceptable. C'était un défi fondamental lancé au dogme chrétien. Et son apparition à la cour du futur empereur chrétien devait choquer Alcuin au point qu'il refusait même de mentionner le nom de Lucrèce. Alcuin devait pourtant connaître ce nom, car il avait lu et résumé un traité de saint Augustin, De Anime Ratione, où la question de l'origine de l'âme est logiquement liée à la genèse divine du monde. Et Augustin, sans être d'accord, y citait mot à mot, en donnant le nom de l'auteur, les vers de Lucrèce concernant l'origine de l'âme. Lucrèce y déclare entre autres « Ignoratur enim quesit natura animae » en offrant plusieurs réponses alternatives. Alcuin a lu tout cela, il le rapporte plus tard dans un propre traité. Et plus important pour le roi, pour moi tout au moins, il me semble qu'il y a un lien entre l'apparition de ce poème de Lucrèce et le traité de Frédégise. Maintenant, Charles, revenu de son couronnement, après son gouvernement, a été confronté avec le contenu du traité de Frédégise, confronté aussi avec les questions graves soulevées par ce traité. Et comme il le faisait souvent, il remit l'examen de ce traité contesté à l'autorité d'un tiers, cette fois-ci au savant irlandais Dingal. Le texte de cette demande de Charlemagne est conservé avec le texte du traité de Frédégise dans un manuscrit bruxellois. Manque cependant la réponse de Dingal. Mais Bischoff a soutenu que Dingal a dû s'occuper du sujet et qu'il a même consulté attentivement le texte de Lucrèce dans le manuscrit de Lux dont j'ai parlé tout à l'heure, car on trouve des corrections de la main de Dingal dans ce Codex Oblongus de Lucrèce. D'autres personnages du IXe siècle ont connu et même cité le poème si remarquable de Lucrèce. Quant à Alcuin, nous pouvons être convaincus qu'il a été au moins informé de l'apparition de ce texte antique, qui était sans doute scandaleux pour lui. Mais préoccupé par tant d'autres problèmes, adoptionnisme et d'autres choses, il a laissé répondre ses élèves, en particulier Frédégise. Je ne peux évidemment entrer en détail dans le contenu de l'œuvre de Lucrèce. Retenons simplement ce que tout le monde le sait, à savoir que les idées de Lucrèce n'étaient souvent rien d'autre que celles du philosophe grec Épicure, et qu'Épicure était l'ennemi juré du premier christianisme. Son idéal du bonheur individuel, à rechercher sans crainte des peines divines dont les menaçaient les prêtres, ne correspondait point aux souffrances généralisées du monde antique en perdition. C'est ce qu'avait bien senti déjà au VIe siècle le philosophe chrétien Boès dans sa célèbre Consolation de la philosophie, livre maître de tout le Moyen-Âge, où le matérialisme d'Épicure et de Lucrèce ne joue aucun rôle. On peut donc dire que l'œuvre de Lucrèce ne sera pas souvent évoquée, même très rarement, mais quand même plusieurs fois au cours du IXe siècle.
reste la recherche du personnage qui aura favorisé la copie d'un texte aussi problématique à la cour de Charlemagne. Je proposerai ici un nom après relecture des lettres et poèmes d'Alcuin. C'est le nom d'Angilbert, abbé laïque de la grande abbaye de Saint-Oula, Saint-Requier, et spécialiste des questions italiennes, touchant aussi bien la cour de Pépin, fils de Charlemagne, résidant à Vérone, et diplomate envoyé à plusieurs reprises voir le pape Adrien Ier. Angilbert avait reçu sa formation à l'école du Palais. D'abord, l'enseignement du grammairien Pierre de Pise, puis celui de Paulin d'Aquilée et d'Alcuin, enfin. Il était grand collectionneur de livres et de reliques pour son monastère. Et après 796, après le départ d'Alcuin, il semble avoir marqué beaucoup le train de vie qui s'installait à la cour. Ce qu'Alcuin apprend à ce sujet n'est point fait pour lui plaire. Angilbert les siens aime trop le théâtre. Angilbert lui-même est qualifié de comédien, histrion. Ce qu'il fait jouer pourrait être les 6 comédies de Terence, car il y a un grand nombre de manuscrits, même carolingiens, même si le manuscrit de Saint-Ulla, la bibliothèque, sa propre bibliothèque, n'est pas conservé. Parallèlement au plaisir du théâtre, il est question d'un laxisme grandissant des mœurs. Un jeune élève anglo-saxon, un jeune élève d'Alcuin, anglo-saxon, laissé par Alcuin à la cour, a succombé aux tentations de l'alcool et des débauches sexuelles. Il en est mort, et Alcuin, en un poème ultérieur, rend responsable Angilbert. Les 2 hommes ont rompu tout contact jusqu'au printemps de l'an 800, lorsque Charlemagne s'est rendu personnellement à Saint-Riquier comme à Saint-Martin de Tours pour tenter de réconcilier ses principaux conseillers. Cette réconciliation s'est finalement réalisée après le retour du couronnement impérial. Pour terminer, je voudrais brièvement rappeler les points où j'espère pouvoir proposer des solutions nouvelles. Primo, Charles et Alcuin se connaissent depuis 769, donc 12 ans plus tôt qu'on le dit, en se rapportant à Parme, 81. Secondo, il y a eu des contacts entre cette date précoce et la rencontre de 781 à Parme. Alcuin a mis à l'écrit, Alcuin a écrit ses dialogues avec Charles en une première version dès cette période. Et nous obtenons par là une idée du contenu des conversations qu'ils ont eues dès l'hiver 769. Tertio, l'arrivée du poème de Lucrèce à la cour de Charlemagne allait de pair avec un relâchement notable des mœurs qu'on pourrait peut-être appeler relâchement épicurien en comprenant mal l'idée propre d'Épicure. Alcuin délègue la mise au banc de cet écrit dangereux à son disciple Frédégise. Et Angilbert serait le commettant de la copie luxueuse faite dans un scriptorium proche de la cour. Merci beaucoup.